Les militants de la France Insoumise l'attendent impatiemment. Le meeting de Jean-Luc Mélenchon se tiendra le 5 décembre à la Défense. En plateau pour cet entretien politique, Sébastien Ramage, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole Les Insoumis dans les Yvelines. Et bonjour également à celles et ceux qui nous suivent sur TV 78. Ce meeting que j'évoquais se déroule donc le 5 décembre. C'est le premier grand rendez-vous de cette campagne présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. Il va permettre à votre candidat de peut-être se relancer aussi dans les sondages. Aujourd'hui, il est autour de 10%. Je rappelle qu'au premier tour de la présidentielle, il y a 5 ans, il était autour des 19,5%, un petit peu en dessous donc aujourd'hui. Alors, je ne veux pas jouer au commentateur de sondage, mais la dynamique, elle est là dans la France Insoumise. Vous avez évoqué le chiffre de 10%, il y a d'autres sondages qui disent 12, 13. Le fait est que Jean-Luc Mélenchon ressort comme le candidat qui agrège le plus de voix autour de lui, notamment de voix populaires. Maintenant, nous, on est convaincus que ce qui s'est passé en 2017 va se reproduire en 2020, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la campagne avance et que les gens s'y intéressent, eh bien, cette émulation politique dans le pays va progresser. Et enfin, dernière chose, ces chiffres souvent ne prennent en compte une abstention aux alentours de 30, voire 40%. Il est fort peu probable qu'elle soit aussi élevée parce que c'est encore une élection qui intéresse les gens, parce qu'elle a un enjeu important et elle touche à leur quotidien. Donc nous, on pense que le moins il y a d'abstentionnistes, eh bien le plus la France Insoumise fera un score important. Et nous croyons sincèrement à notre possibilité d'être au second tour à cette élection. Le candidat de la gauche, pour vous, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, nous, on n'a pas vocation à être le candidat de la gauche, on a vocation à être le candidat populaire, en tout cas. C'est-à-dire dépasser aussi le simple périmètre des électeurs habituels et aller chercher des gens qui ont arrêté de croire en la politique. Donc, c'est pour nous ça l'enjeu de l'élection. Et nous, on pense qu'on peut être la candidature de rupture avec l'ordre des choses. Si vous en avez marre des libéraux de droite et des libéraux de droite extrême de l'autre, eh bien, il y a une alternative qui change le quotidien et qui permet de vivre mieux à la fin de l'élection, c'est la France Insoumise. Rassembler la gauche, ça reste une utopie autour d'une seule et même candidature, et ce dès le premier tour, pour permettre d'accéder à ce second tour et pas qu'il manque quelques voix pour pouvoir y arriver. Je pense que je vois à peu près où vous voulez en venir. Vous parlez des différentes candidatures à gauche. Le fait est qu'à la fin, ce qui compte, c'est de rassembler des électeurs. Donc je pense qu'il y a un enjeu à faire de la politique aujourd'hui, à pas juste être dans des discussions d'appareil. Donc nous, notre pari, c'est de rassembler les militants, enfin plutôt les électeurs à la base, parce que les partis en haut n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc rassembler à la base autour d'un programme, je pense que là, c'est tout ce qu'il nous reste à faire, parce qu'ils ont tous annoncé leur candidature un à un, y compris ceux qui se faisaient les chantres de l'unité à gauche. Aujourd'hui, ils sont tous candidats. Donc autant y aller. En tant que militant, vous sentez malgré tout un engouement sur le terrain. Vous nous dites l'élection présidentielle continue à intéresser les Français. On sort d'une longue séquence politique entre l'élection départementale et l'élection municipale qui se sont éternisées en raison de la situation sanitaire. Vous pensez encore que les Français peuvent se rendre aux urnes pour ces élections présidentielles? On les sent plutôt désabusés en tout cas. Au fur et à mesure des élections, oui, parce que si vous regardez les régionales, les départementales sont des sujets... Enfin, on en a peu parlé dans l'espace public, sont des compétences qui parfois paraissent un peu éloignées. Pour le coup, la présidentielle, c'est loin d'être le cas. Le président, aujourd'hui, il concentre l'entièreté des pouvoirs. Macron, il nous fait une annonce toutes les 2 semaines et on va apprendre toutes les 2 semaines à quelle sauce on va être mangé sur les réformes sanitaires ou même sur des mesures qui lui sortent de la tête, comme l'assurance chômage. Donc oui, l'élection présidentielle, elle impacte le quotidien et je pense que les gens ont la rationalité et l'intelligence de se dire si je ne vais pas voter, il y a d'autres qui vont choisir à ma place et je vais me faire avoir. Donc moi, je pense que l'élection va intéresser. En tout cas, nous, c'est notre boulot aussi de proposer une alternative qui soit réelle au système actuel. Et de présenter des propositions. Vous l'avez avec vous d'ailleurs ce livre-programme qui a été publié courant du mois de novembre de votre candidat Jean-Luc Mélenchon, L'Avenir en commun, 690 propositions, salaire minimum à 1 400 €, 6e République, retraite à 60 ans. Tout ça, c'est des propositions qui ont été faites aussi en 2017. Qu'est-ce qui change dans la proposition, le programme de 2017 et celui de 2022 ? Alors, l'ordre du monde n'a pas foncièrement changé depuis 2022, donc c'est normal qu'on retrouve des propositions. Par ailleurs, on
le mandat d'Emmanuel Macron tend plutôt à vérifier qu'en 2017, on avait les bonnes solutions. Quand on disait, par exemple, qu'il faut arrêter de supprimer des lits dans les hôpitaux, on était déjà au début du quinquennat à 23 000 suppressions de lits depuis 2010. Eh bien, la crise sanitaire a bien prouvé que c'est nous, les Insoumis, qui avions raison de dire que le service public doit être une priorité, que les infirmières doivent être mieux payées, qu'on doit en recruter davantage. Donc, le programme de 2017, il reste d'actualité sur beaucoup de mesures. Et bien sûr, il a été mis à jour à la marge, sur les chiffres, etc., mais aussi au fur et à mesure des rencontres qu'on a pu faire, des concertations d'associations, de syndicats. On a des nouvelles mesures aussi qui apparaissent dans le programme. Par exemple, le blocage des prix pour les produits de première nécessité n'apparaissait pas dans le programme de 2017. C'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant suite à la crise des Gilets jaunes, où vous avez bien vu ce que ça a fait sur le portefeuille des Français, en tout cas sur la perception de cela, l'augmentation du prix de l'essence. Donc il y a des moments où on a mis à jour le programme sur certains éléments en fonction du contexte social. Si en 2017 ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça fonctionnerait en 2022 ? Ça, c'est la démocratie. Donc, les gens y votent. Il faut aller chercher des électeurs et il faut les convaincre. Donc, il faudra mieux convaincre encore en 2022. Alors, déjà, je pense que notre score en 2017, il a quand même fait une sacrée surprise et il est plus qu'honorable. Donc, à 600 000 voix près, on était au second tour. Là, je pense que, au vu du contexte, l'avenir en commun, plus que jamais, notre programme apparaît comme une réponse adaptée aux soucis des gens. C'est-à-dire que si vous regardez en face dans la classe politique, que ce soit les Zemmour, les Le Pen ou même la droite et leurs obsessions identitaires, leurs obsessions sur l'islam, nous, on est les seuls à arriver avec un programme qui est cohérent du début à la fin, avec 690 propositions et des réponses concrètes sur les problèmes que vivent les gens, les problèmes sociaux, le fait que les gens ils ont du mal à finir les fins de mois. Nous, on y a une réponse à ça, plutôt que de jouer sur les haines et la diversion de l'islam, des choses comme ça, quoi. Sur les propositions, on aura l'occasion bien évidemment d'y revenir avec les différents partis politiques d'ici les scrutins de 2022. Il y aura aussi des élections législatives, mais sans vous faire commenter pour autant les sondages. Il y en a un qui a été publié la semaine dernière, un sondage Odoxa. Votre candidat, Jean-Luc Mélenchon, est la deuxième personnalité politique à susciter le rejet derrière Éric Zemmour et devant Marine Le Pen. Donc en termes d'image, il va y avoir du travail, c'est votre priorité, l'image de votre candidat aussi Je vais provoquer, mais non. Alors, premièrement, les élections présidentielles, c'est pas la nouvelle star, donc c'est pas un casting. Oui, mais il y a adhésion, il y a une rencontre entre des Français et un candidat. Non, mais bien sûr. Mais la personnalité. Ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est le programme. Et nous, on dit aux gens, oui, peut-être que, je sais pas, vous n'aimez pas Mélenchon parce qu'il crie ou parce que il n'est pas aussi beau et jeune que Emmanuel Macron. Mais en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le contenu politique de ce qu'on propose. Vous êtes contre la retraite à 70 ans ou à 63 ans, eh bien, votez pour la France Insoumise. Vous en avez marre que le salaire il stagne, votez pour la France Insoumise. Vous en avez marre de voir des hôpitaux fermés, des services publics fermés, des postes, tout ce qui fait, en gros, notre modèle social se faire détricoter. Vous en avez marre de tout ça, eh bien, il y a un vote d'alternative. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que oui, Jean-Luc Mélenchon, il est clivant, en fait. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que quand on propose, au final, un consensus général avec le monde, et quand on voit l'état du monde, on peut se poser la question de la pertinence de cela. Donc, quand on propose un consensus, c'est sûr, c'est plus facile. Quand on propose un modèle de rupture, évidemment que ça crée du clivage. Mais tant mieux, en fait. Il y en a d'autres qui sont clivants, j'imagine qu'ils ne sont pas de votre bord. Éric Zemmour, il a annoncé aussi sa candidature, il a officialisé sa candidature cette semaine. Vous avez regardé sa déclaration de candidature, sa vidéo ? Non, ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai vu des extraits parce qu'on ne peut pas y échapper dès qu'on allume sa télé. D'ailleurs, je pense qu'il est légèrement surmédiatisé par rapport à ce qu'il a produit en termes de fonds, par rapport aux gens qui entourent autour de lui, de la dynamique réelle de sa campagne. Donc j'espère que cette bulle va se dégonfler. En tout cas, moi je vous dis, il m'inquiète pour l'état du débat public dans notre pays, l'état de notre démocratie. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui fasse du bien à la politique au vu de la bassesse du niveau et de l'absurde dans tout ce qu'il dit et dans la haine qui propage. Voilà. Sur le fond, sur son lancement de campagne, ce qui guidait cette vidéo, bien sûr, c'est la question de l'immigration, la grandeur de la France, une grandeur, on se demande même si elle existait quand on voit les images un peu romancées un petit peu de cette vidéo-là. Est-ce que vous craignez tout de même que la campagne s'enlise, s'éternise sur ces questions de grands remplacements, d'immigration ?
Ouais, j'ai envie de dire, Éric Zemmour, il est juste le produit de son environnement aussi, hein, parce que ça fait un moment que l'ensemble de la classe politique se focalise sur ces questions-là. Il n'y a pas que lui, il y a la droite. Vous avez sûrement regardé le débat de la primaire des Républicains. Bon, en dehors de ces thématiques-là, il n'y a pas grand-chose. Donc nous, ce qu'on fait, c'est le pari de parler d'autre chose, pour le coup. Moi, je pense que... Alors, on va venir sur le programme juste après, j'imagine. Mais je pense que parler de renouvellement de notre démocratie, de 6e République, parler d'augmentation des salaires ou de protection du droit des travailleurs et d'amélioration du droit du travail, eh bien, ces choses-là, pour le coup, elles vont intéresser les Français et les médias seront bien obligés d'en parler. Et M. Zemmour et toute sa bande seront bien obligés de prendre position. Immigration, sécurité, sur ces domaines-là, la France insoumise a des propositions aussi ? Alors oui, alors déjà le principe consistant à lier immigration et sécurité toujours dans la même phrase, c'est le camp adverse qui l'a imposé dans le débat, mais ce sont deux sujets qui sont sur ces deux sujets différents. Alors sur la sécurité, moi j'ai envie de vous dire, ceux qui en parlent le plus sont souvent ceux qui en font le moins. Vous regardez ce qu'a fait M. Darmanin avec son gouvernement, le reste de son gouvernement et la droite aussi dans ce pays, c'est essentiellement supprimer des postes de fonctionnaires. Nous, ce que nous disons pour la police, la sécurité est une question sociale, c'est un service public. Donc nous considérons que c'est un service public qui a des difficultés et qu'une de ces difficultés vient du fait que l'ensemble des missions de police sont concentrées sur la répression de petits délits, du petit consommateur de cannabis ou de petits problèmes de stationnement, des choses comme ça, là où nous pensons que la police doit être davantage sur un travail de prévention, d'enquête et de terrain. Et donc nous souhaitons, par exemple, redéployer les moyens qui sont alloués aujourd'hui à la BAC, donc au direct, en fait, je perds mes mots, mais à la répression de la petite délinquance, nous souhaitons réallouer ces moyens vers du travail d'enquête et du travail approfondi pour notamment travailler sur les gangs qui agissent dans certains endroits, sur la grande délinquance, sur la fraude fiscale aussi, parce que c'est aussi des compétences qui font partie du régalien. Des thématiques sur lesquelles vous avez aussi des propositions. Juste un dernier mot. Aujourd'hui, on connaît l'état des finances françaises. Augmenter les salaires, réinstaurer des TVA plus progressives avec des tranches supplémentaires aussi qui toucheraient les classes plus aisées. C'est réalisable, c'est possible. Alors la plupart des salaires ne sont pas payés par l'État, hein, donc ça c'est c'est de l'ordre du possible. L'état global des finances, que ce soit pour les entreprises ou en France. Oui, bien sûr. Mais, pour les entreprises, ça se passe bien. Si vous regardez les principales fortunes, si on parle de toutes les TPE, PME, beaucoup ont été en difficulté aussi. Vous avez la fortune des milliardaires français qui a augmenté de 40% pendant la crise du Covid. On a eu une augmentation, je crois que j'ai le chiffre juste ici, de 170 milliards d'euros de leur fortune. Ça ne représente pas l'intégralité des TPE, des PME qui embauchent au quotidien les salariés aussi. D'accord, mais ça représente quand même une part importante de la richesse produite. Et donc, il y a aussi, à un moment, si l'État veut pouvoir agir sur les salaires, sur les politiques publiques, il y a de l'argent à les récupérer. Il y a ceux qui devraient payer des impôts, on devrait leur faire payer. Mais sur les TPE, PME, il y a aussi une autre chose qu'il faut regarder, c'est de quoi elles souffrent. Aujourd'hui, elles souffrent principalement du carnet de commandes qui n'est pas rempli. Alors, si vous augmentez les salaires, vous passez le SMIC à 1 400 € comme nous le proposons. Derrière, ce sont des gens qui vont aller davantage au restaurant, qui vont aller davantage, je ne sais pas moi, au bar ou partir en vacances. Et bien, toutes ces choses-là, elles vont permettre à des entreprises d'embaucher, de vendre, de voir augmenter leur carnet de commandes, justement parce que vous relancez la machine économique plutôt que la logique actuelle où on écrase tout, on fait des politiques d'austérité qui, au final, contractent l'économie. Merci Sébastien Ramage, porte-parole des Insoumis dans les Yvelines, d'être venu pour cet entretien politique. On rappelle ce rendez-vous du 5 décembre pour votre formation politique à la Défense autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est donc la fin de cette émission. On se retrouve bientôt sur TV78.